Le face-à-face. Et on continue notre entretien avec Bruno Durieux, un livre que je vous recommande absolument, Contre l'écologisme, pour une croissance au service de l'environnement, ça on sait, mais contre effectivement quelque chose qui est devenu une espèce de messianisme totalitaire et qui est complètement à côté de la plaque, alors que l'écologie en tant que telle, on l'a dit, évidemment, elle mérite d'être défendue. Bruno Durieux, on parlait pendant la pause de l'Australie. Et vous me rappeliez qu'il y a eu des précédents en Australie. Mais l'Australie est coutumière, hélas pour elle, de ces gigantesques incendies de brousse, qui d'ailleurs touchent également les forêts, parce que c'est quand le vent est violent, ce qui est le cas en ce moment, c'était absolument désastreux, mais ça n'est pas la première fois, loin de là. Et en remontant dans le temps, on sait que en 1851, dans la même zone, c'était l'État de Victoria, donc là c'est la Galles du Sud, eh bien il y a eu 5 millions d'hectares qui ont brûlé, 12 morts, donc c'est quand même quelque chose d'assez comparable, et dans des mêmes conditions climatiques. Et ça, c'était il y a 169 ans, donc on ne parlait pas encore du réchauffement climatique. C'est clair, ni de l'industrialisation totale. Mais on sait très bien, c'est le cas du Chili, c'est le cas de l'Amazonie, évidemment, c'est le cas de l'Indonésie, dont on parle moins, pour quelles raisons, j'en sais rien. Ce sont des zones à très forte densité forestière et de broussailles, de brousse, et qui flambent très fréquemment parce que la chaleur y est intense, la sécheresse y est forte, et dès qu'il y a un peu de vent, alors il y a effectivement des pyromanes, mais c'est également des phénomènes naturels. Le feu prend tout seul. Et d'ailleurs, chez nous aussi, on rappelait en France qu'au 18e, au 19e, vous citiez les travaux de Leroy Ladurie, mais il s'est passé aussi des choses. Écoutez, graves. Au milieu du XIIe siècle, on passait le Rhin à sec, du XIIe siècle, 1134 je crois. On passait le Rhin à sec en 2 ou 3 endroits, c'est les chroniqueurs qui font état. La Sambre était à sec à Namur, et il y a eu 4 étés caniculaires et de fortes sécheresses auparavant. Qui explique donc ces événements climatiques extrêmes, on les a connus, on les connaissait. Le Moyen-Âge est une période chaude d'ailleurs. Et au XIVe siècle, c'était la Seine, la Loire et l'Oise qui étaient à sec. Et complètement à sec. Comme on passait, il y avait des points où on passait à pied. Aujourd'hui, on aurait dit, ça y est, c'est 3 milliards de morts. Et vous avez également, au début du 18e, je crois que c'est dans les années 1711-1712, il y a eu 2 années caniculaires qui ont fait 700 000 morts, parce qu'il y a eu une famine terrible. Parce qu'à l'époque, d'abord, on faisait déjà des processions. On priait. Comme aujourd'hui, on prie pour l'Australie, on ferait mieux pour l'Australie, bien sûr, de prier, c'est très bien de prier, mais également de regarder ce qu'on a à faire. Et vous savez que sur l'Australie, le vrai débat, c'est que fait-on de la brousse ? Exactement. Alors, les milieux qui veulent protéger la nature, l'environnement, les écologistes disent qu'il ne faut pas toucher à la brousse. Il faut la laisser telle qu'elle pour protéger la biodiversité, sauf qu'on voit la le flore résultat. et la faune. Et on vous explique, et les autres, les fermiers en général, si vous fêtes ça, vous vous exposez à des feux absolument monstrueux. Et donc, la faune et la flore, elles flambent et elles meurent. Et voilà. C'est ça. Il y a eu, je crois, 1 million de moutons tués en 1851 en Australie. Ça a absolument laminé les troupeaux de moutons. Et dites-moi, alors, justement, c'est le sujet de votre livre, encore une fois, qui est passionnant. C'est quoi ? On avait besoin d'une idéologie de substitution. Comment ce souci de l'environnement dont vous parlez, que tout le monde partage, s'est transformé quelque part en religion, sinon en secte ? Mais écoutez, il y a un phénomène historique intéressant. L'écologisme, ça a 50 ans. Et le communisme, lui, a commencé à vaciller et à s'affaiblir pour s'écrouler à peu près il y a 50 ans. Oui. Et donc, on voit une espèce de croisement entre le déclin du communisme et la montée de l'écologisme. Et alors, on peut faire des parallèles intéressants. Ce sont 2 idéologies qui ont des fins qui sont extrêmement louables. Le communisme voulait mettre fin à l'exploitation de l'homme par l'homme. Les écologistes veulent mettre fin à l'exploitation de la planète par l'homme. Ces 2 idéologies qui annoncent des catastrophes effrayantes, la fin du capitalisme et de la misère et la guerre dans le monde pour les communistes. Et aujourd'hui, on nous annonce la catastrophe écologique finale. La fin du monde. L'effondrement, c'est Monsieur Cochet, notre... Voilà. Bon, et ils ont également en commun le fait que ces 2 idéologies ont toujours été soutenues par les people. Les acteurs, dans la presse on aime bien, parce qu'ils annoncent des drames, et puis c'est bon, ils ont toujours été populaires. Apocalypse Now, c'est bien. Absolument, et puis ce sont 2 idéologies qui s'accommodent de la dictature.
La dictature du prolétariat pour le communisme, ça on l'a vu à l'œuvre, hélas. Et puis la dictature de la décroissance, parce que l'écologisme est une idéologie de la décroissance. Vous devez moins consommer. Le pouvoir d'achat doit baisser. Il faut arrêter d'extraire d'extraire les matières premières, etc. Donc ce sont des idéologies qui ont point de point commun. Mais, et ça c'est important, il y a deux grosses différences. La première, c'est que le communisme est pour la croissance, tandis que l'écologisme est pour la décroissance, ce qui explique que les milieux populaires ont beaucoup de méfiance vis-à-vis de l'écologisme et des écologistes. Parce que les écologistes vous disent qu'il faut arrêter l'abondance. Il y a trop de choses. Mais il y a beaucoup de gens pour lesquels l'abondance, c'est un rêve encore. À 800 ou 1000 euros par mois, l'abondance, c'est pas vraiment là au quotidien. quotidien. Il y a une deuxième énorme différence, c'est que les communistes sont anthropocentristes. Ils mettent l'homme dans une position particulière, estimable, dans la biosphère, dans le monde, dans la nature, tandis que les écologistes mettent l'homme au même niveau que les hérissons, que les fleurs, les plantes, et voilà. etc. Alors, évidemment, il y a toutes sortes de degrés d'écologisme, mais ce sont deux idéologies, et l'écologisme a remplacé, c'est une thèse qu'il faut encore discuter, mais c'est celle que je développe, a pris la place, au fond, comme anticapitalisme et contre l'économie de marché, a pris la place du communisme. Et l'idéologie écologiste aujourd'hui, c'est d'abord une idéologie qui s'oppose à l'économie de marché, à la libre entreprise et au libre-échange, si vous voulez, enfin au libre marché, à l'économie de marché. Oui, mais juste quand même, Bruno Durieux, on pourrait dire aussi que toute décroissance n'est pas forcément mauvaise, et toute régulation de l'économie de marché, on le sait, n'est pas forcément mauvaise non plus. Écoutez, sur la décroissance, d'abord je fais une remarque, c'est que c'est dans les pays prospères, dans les pays riches, là où il y a du revenu. La croissance, c'est le revenu. Que l'environnement est le mieux défendu. Et c'est dans les pays pauvres, vous avez les grandes catastrophes écologiques. C'est écologique, les vraies. Oui, écologiques, oui, c'est vrai. En Chine, notamment. Voilà, la Chine a connu, mais la Chine, maintenant, fait d'énormes progrès sur le plan écologique, parce que son revenu s'accroît. Il y a un économiste connu qui s'appelle Kuznets qui a bien étudié ça. Il dit, si vous êtes très misérable, c'était le cas de l'Inde il y a 50 ans, eh bien l'écologie, ça passe derrière tout. Si vous avez de la croissance et du revenu, vous êtes content, vous consommez davantage, vous atteignez un meilleur confort matériel. Et puis si vous devenez prospère, comme aujourd'hui en France, en Europe, aux États-Unis, là, l'environnement devient une priorité. Ce qui est légitime d'ailleurs. Bien sûr. Moi, je me bats dans mon village pour préserver les espaces naturels, les paysages, évidemment la faune et la flore, etc. Ce qu'il faut absolument éviter, vous l'avez dit, c'est quand ça se transforme effectivement en dogme, en secte et en terrorisme, quelque part. Enfin, terrorisme, je ne parle pas de terrorisme armé, un terrorisme intellectuel. Écoutez, quand vous avez dans une importante chaîne de télévision pendant 2 heures un chef écologiste qui est Nicolas Hulot, qui vous explique que vous devez, pour être quelqu'un de bien, respectueux de la nature, acheter moins de chemises, ne pas prendre votre voiture si vous avez moins de 3 km à faire, ne prendre l'avion au plus, une fois par an, que vous devez vous chauffer à moins de 19 degrés, etc. D'abord, c'est de l'infantilisation. Est-ce que ces pauvres téléspectateurs, je crois qu'il y en avait 3,5 millions ou 4 millions qui écoutaient ça, c'était donc le catéchisme, parce qu'il y a un côté idéologique, on l'a bien dit, mais il y a également un côté religieux. Et donc là, vous avez eu droit, pendant 2 heures de télévision grande écoute, au catéchisme écologiste qui vous apprend comment vivre. Au sermon sur la montagne hertzienne de Monseigneur Hulot. Restez avec nous, Bruno Durieux, on va recevoir nos auditeurs. Et je rappelle que la référence de votre livre s'appelle s'appelle Contre l'écologisme. C'est publié aux éditions de Fallois. Vous écoutez bien Sud Radio, André Berkoff dans tous ses états. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir, donner votre avis, que vous soyez d'accord avec André Berkoff et son invité ou pas. D'ailleurs, c'est la radio du débat, Sud Radio. En vrai, à tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Peut-être pas encore complètement les carottes cuites. En tout cas, nous attendons les auditeurs de Berkoff dans tous ses états, les auditeurs de Sud Radio, avec Bruno Durieux, l'auteur du livre Contre l'écologisme. Et c'est publié aux éditions de Fallois. 0826 300 300, je le disais, c'est le numéro que vous composez pour intervenir et donner votre avis et réagir à l'émission d'André Berkoff dans tous ses états. Tout de suite, on retrouve Laurent. Bonjour à vous, Laurent. Bonjour à vous tous, merci de m'accueillir. Oui, bonjour Laurent. Bonjour André. Je voulais simplement rebondir sur ce que disait monsieur votre invité. Oui, monsieur Durieux, Bruno Durieux. Monsieur Durieux, que je ne connais pas, désolé. Et donc, son livre a l'air assez intéressant. Il l'est. Oui. Alors, dites-moi.
Alors je voulais rajouter simplement pour les incendies d'Australie un document que j'ai trouvé écrit à Canberra là-bas par le docteur Chenet, qui est facile à. Il parle qu'en 1974, il y a eu 117 millions d'hectares brûlés par des incendies en Australie, soit 15% de la superficie du continent quand même. Hein. Alors pour trouver cette lecture très simple, il suffit de taper la gestion actuelle des incendies de forêt en Australie. C'est un document de 1990, hein. Très bien. Mais le titre c'est ça. Hein. D'accord. Voilà. Et là, alors là, on voit bien que ce qui s'est passé par de fortes pluies dans les années 70, qui a exacerbé la végétation, ensuite ça a séché, et ces incendies se sont propagés sur 15% du territoire australien. C'est énorme, hein, quand même. C'est énorme. En tout cas, merci de l'information. On la fera passer, vous l'avez fait passer aux auditeurs. Mais comme quoi, vous voyez, il y a les cycles aussi, il y a les cycles de pluie, les cycles, effectivement, de sécheresse, et ça joue beaucoup. Merci, Laurent. Et tout de suite, on donne la parole à Jean-Paul qui nous appelle au 0826 300 300 depuis Draguignan. Bonjour à vous, Jean-Paul. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Jean-Paul. Écoutez, je viens d'écouter l'auditeur précédent et je trouve que c'était intéressant ce qu'il a amené sur le sujet de l'Australie. Personnellement, je pense que c'est un drame absolu, cet incendie. Ouais. Et j'ai eu l'occasion d'entendre un journaliste qui disait que notre président avait proposé un peu d'aide il y a quelques jours, alors que ça fait des semaines que ça brûle. Je me demande pourquoi la communauté internationale ne propose pas d'aide d'aide massive, plus collective, oui. Voilà, pour essayer d'endiguer cet incendie monstrueux. Parce qu'apparemment, toutes les images qu'on voit, les pompiers sont débordés. Voilà, il y a des centaines de milliers d'animaux qui meurent dans des souffrances atroces. Il y a des humains qui sont décédés aussi, des pompiers. Enfin, c'est quand même une situation. Je ne comprends pas que la communauté internationale reste sans bouger, voilà. Bruno Durieux, c'est vrai, c'est aux politiques aussi que je m'adresse, que vous êtes... Comment ça se fait? C'est vrai qu'il y a eu comme ça, très bien, Macron a procédé, mais il n'y a pas eu tout de suite, et c'est vrai que ça fait 2 mois que ça dure, une réaction internationale. Alors, au début, comme on l'a dit tout à l'heure, l'Australie est coutumière, elle est habituée à ces incendies, mais celui-ci est particulièrement catastrophique. Donc, au début des incendies, eh bien, c'était comme d'habitude, si j'ose dire. Tous les ans, il y a des incendies de forêt. Et puis, il a pris une proportion énorme, à cause du vent, à cause de conditions. Alors, c'est très compliqué le climat, hein, mais il y a des conditions climatiques du moment qui ont fait que ça s'est étendu dans des proportions gigantesques. Et que là, effectivement, l'Australie, maintenant, est complètement débordée. Alors, je crois quand même que l'aide internationale s'est organisée, un peu tard, évidemment, mais pour la raison qu'on vient de dire. Mais j'ai entendu que les États-Unis prêtaient également, apportaient leur aide, humain et matériel. L'Europe, je crois aussi. L'Europe aussi, oui. Non, mais tout le monde doit venir en aide à l'Australie. Mais la vraie question, c'est ensuite comment peut-on faire pour éviter que ça se reproduise? Et c'est là où il y a des polémiques, pour les appeler par leur nom, puisque les uns disent il faut raser et faire l'écobuage, vous le rappeliez, pour éviter que le feu ne se propage de broussaille en broussaille. On les a empêchés de faire ça. Voilà, et on les a empêchés, il y a vraiment c'est à réfléchir, c'est à examiner. On les a empêchés au nom de la biodiversité. Absolument. Bon, de même, dans les forêts françaises, il y a ce qu'on appelle des coupe-feux. C'est-à-dire qu'on sépare, on rase une partie de la forêt pour éviter, en cas d'incendie, que ça se propage de l'autre côté. Donc voilà ce qui s'est produit. Il s'est produit que l'Australie a été littéralement débordée par des conditions météo, climatiques particulières. Mais je rappelais tout à l'heure qu'il y a 169 ans, c'était au milieu du 19e siècle, il y a eu un drame à peu près comparable. On remercie Jean-Paul, en tout cas, de nous avoir appelé de Draguignan. Et on donne la parole à Denis, qui nous appelle de Dordogne au 0826 300 300. Bonjour à vous, Denis. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, j'appelle au sujet de M. Ghosn, et puis moi je le soutiens. Pourquoi? Je dis, tous les hypocrites qui le critiquent aujourd'hui, dans cette situation, auraient fait la même chose. Le problème, c'est que beaucoup d'entre eux n'auraient pas eu le cran de le faire.
J'ai pour souvenir l'histoire de Jean-Pierre Marougui qui a été abandonné par ses mêmes bien-pensants. Oui, on l'a reçu ici, au Qatar. Vous parlez du Qatar. J'ai acheté des livres suite à votre émission et j'ai trouvé ça terrible. À savoir que l'État français l'a livré aux Qataris, hein, c'est quand même ça. Ça c'est vrai, c'était très très grave cette histoire, absolument. Et donc, quand on voit comment les autorités françaises ont bougé là dans cette histoire-là, ben, on se rend compte qu'il a eu bien raison de faire la même chose. Hein, et puis voilà quoi. Et puis moi, je salue Monsieur Ghosn notamment pour tout ce qu'il a fait pour Renault. Parce que d'avoir amené Renault numéro 1 mondial aujourd'hui, ben on devrait être heureux d'avoir des gens comme ça en France qui sont capables de monter des groupes français à cette hauteur-là. Voilà. Ouais, le témoignage est intéressant. Moi, j'ai dit un peu la même chose que Denis dans l'émission. En dehors de ce qu'on peut penser de Carl Ghosn, en dehors de jugement, en dehors de ce qu'il a fait ou pas fait, c'est vrai qu'on a eu l'impression, moi je donne une impression personnelle, mais honnêtement qui a été très partagée, c'est l'impression que quand il a été au Japon, emprisonné au Japon, est-ce qu'il n'aurait pas pu avoir sans du tout prendre parti que quelqu'un, une autorité française, une autorité consulaire, enfin un ordre soit donné, en tout cas d'aller voir comment... On a eu l'impression, tout s'est passé comme si... Je parle pas des politiques en général, hein, je parle des... On dit oui, écoutez, on va pas se mêler des questions judiciaires, on va voir ce qui se passe. Bruno Durieux, votre sentiment? Il y a deux aspects dans le cas de Ghosn. Il y a le comportement de la justice japonaise et de Nissan et de l'administration japonaise qui est évidemment critiquable. Et on voit très bien qu'ils ont voulu, et je crois que l'argument de Ghosn est absolument imparable, ils ont voulu l'éliminer, ils ont voulu l'écarter de la direction de Nissan. Et puis il y a l'autre aspect sur lequel je pense les Chinois vont essayer de rebondir, qui est sur lequel moi j'ai aucune idée. Est-ce qu'il y a eu des détournements de fonds ou pas de la part de Ghosn? Moi je crois que quand quelqu'un est aussi riche qu'il est, oui, il a rappelé d'ailleurs qu'on lui avait proposé des salaires mirobolants qu'il avait refusés. Obama voilà. le double de son salaire. Moi je voudrais voir les arguments détaillés des Japonais, parce que ce qu'a dit hier Ghosn était quand même assez convaincant. Et les documents seront mis à disposition de tout le monde. Mais vous avez vu que vis-à-vis des Français, des autorités françaises, il a été pour le moins un peu amer, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Il s'est passé que dans le passé, Ghosn a voulu faire une opération qui a été en fait avec Nissan Renault, qui a été en fait entravée par le ministre de Finances de l'époque. Qui s'appelait Emmanuel Macron. Et que ceci donc a créé un climat qui n'était pas très favorable à l'intervention de l'État français, puisque les décisions qui ont été prises en France ont été très, très critiquées au Japon. Oui. On remercie Denis. En tout cas, on donne la parole à Nicolas au 0826 300 300. Bonjour à vous, Nicolas. Bonjour. Oui, bonjour Nicolas. Je voudrais déjà féliciter M. Durieux par rapport à son analyse, à faire le distinguo entre écologie et écologisme. Effectivement, l'écologie, c'est une discipline hyper rigoureuse, voilà, qui fait rentrer en ligne de compte de la géologie, la climatologie, enfin tout un tas de paramètres. Et voilà, c'est déjà assez rare d'avoir une analyse fine dans cette espèce de brouhaha. Et d'autre part, l'analyse un peu j'ai envie de dire, de la composition de notre société, qui est à 90% citadine. J'habite un petit village, je veux dire, je côtoie quotidiennement des gens qui font pas la différence entre un Merlin et Tourneau. Donc il y a beaucoup de gens qui habitent à la campagne, mais moi je considère comme campagnard quelqu'un qui y vit et qui la fait vivre. Et qui la connaît. Quelqu'un qui y habite. Ça c'est la première des choses. Donc je tenais déjà à le féliciter là-dessus, parce que c'est vrai que l'analyse est pas forcément évidente par rapport à ce qu'on appelle actuellement l'agribashing. C'est quand même quelque chose d'assez... oui, ça c'est encore autre chose et c'est assez lamentable. Je suis d'accord. Exactement, c'est-à-dire que d'une certaine façon, on fait perdre un petit peu de vue les fonctionnalités apportées par j'ai envie de dire, par les anciennes exploitations. Il y a un amalgame qui est absolument répugnant quand on dit que la biodiversité disparaît à cause des activités humaines. C'est faux. Lorsque les humains, notamment en Europe, ont aménagé les paysages, ils ont propulsé le potentiel d'accueil en biodiversité peut-être par 10. La biodiversité qui disparaît actuellement est tributaire des paysages qui ont été façonnés par nos ancêtres et entretenus par nos grands-parents. Il faut faire le distinguo avec l'intervention donc des activités industrielles. On a obligé nos agriculteurs
à se convertir à des modèles productivistes. Ils n'ont pas eu le choix. Et je veux dire... l'histoire est passée, là, oui, terriblement, mais on est d'accord. Non, elle n'est pas complètement passée. Je veux dire, il y a des petits villages d'Astérix comme ça, que justement les écologismes aimeraient bien récupérer à leur profit. Mais d'une façon plus générale, ce qu'on dit au niveau de l'élevage, il ne faut pas manger de viande parce que c'est pas bon pour la... Mais c'est ridicule. Je veux dire, on est en train de mettre dans le même sac deux activités, j'ai envie de dire, certes humaines, les activités industrielles sont aussi des activités humaines, mais il y a quand même un distinguo à faire. Une prairie, j'ai envie de dire l'élevage, qui dit élevage dit prairie. Les prairies, ce sont les meilleures zones de captage d'eau douce. En matière de biodiversité, qu'on s'inscrive, j'ai envie de dire, sur la prairie humide, de la pelouse sèche, des pelouses alpines, par les botanistes, c'est le type de milieu qui propose le plus gros éventail de biodiversité. Nicolas, je voudrais entendre le maire de Grignan, justement, sur ce que vous venez de dire. Le maire de Grignan est très heureux d'entendre un rural qui parle de la nature comme quelqu'un qui la connaît, parce qu'il la vit. Moi, je suis aussi au rythme de la nature, je vis, et je fais la distinction. D'ailleurs, j'ai un voisin un peu écologiste, d'ailleurs, mais que j'aime beaucoup, et qui m'apprend la distinction entre les oiseaux, et je dis bravo. Pour ce qui est maintenant de l'histoire de la viande, il y a une opération qui est clairement une espèce d'opération anti-élevage qui est à l'œuvre. Et on disait tout à l'heure que l'écologisme est une forme de totalitarisme. Tous les totalitarismes ont leur milice, au fond. Et alors, il y a les milices qui vont dans les élevages et qui essaient de terroriser les éleveurs. Je crois que c'est très, très désagréable. Mais il y avait déjà les milices qui coupaient les champs d'OGM parce qu'ils étaient contre la seule expérimentation, même pas la production. Alors, et puis, vous avez aussi les milices antinucléaires qui avaient avec Greenpeace, qui débarquent dans les centrales nucléaires. On a là quelque chose qui est un peu inquiétant et qui surtout considère que l'homme, la personne humaine d'aujourd'hui est incapable de faire ses propres choix et de les faire de manière rationnelle et intelligente, respectueuse de la nature. C'est l'infantilisation. Merci en tout cas Bruno Durieux. Et je rappelle juste la référence du livre que vous conseillez en tout cas. Absolument. Contre l'écologisme, recommandé par André Berkoff. C'est publié aux éditions de Fallois. Merci à vous Bruno Durieux. André Berkoff revient demain à midi dans tous ses états en direct sur Sud Radio. La journée continue à l'écoute de Sud Radio en compagnie de Jacques Pessis pour les clés d'une vie collective, puisque Jacques Pessis va danser aujourd'hui et recevoir toute la compagnie créole. Bonne journée à vous sur Sud Radio.